Bonjour tout le monde, donc moi c'est Jean-Baptiste Audras, je suis chef de projet du coup technique dans une agence WordPress Whodunit qui a présenté pas mal de conférences au WordCamp, donc qui est un petit peu connu sur Paris, mais moi je travaille en Ardèche en télétravail avec ma collègue et puis compagne en fait aussi qui est DevFront qui est juste là, Rachel. Je suis développeur d'un peu tout, back, front, mais surtout back à la base, et puis j'ai fait pas mal de front également. Depuis 10 ans sur WordPress, à peu près. Je suis développeur d'extensions, de petites extensions pas trop téléchargées, mais vraiment confidentielles, on va dire. J'essaye de participer à la traduction depuis quelques mois. Je suis responsable de la maintenance en fait de tout le parc de sites de l'agence dans laquelle je travaille. Et puis je co-organise du coup avec Rachel le Meetup VP Valence, donc à Valence. À quelques kilomètres d'ici, donc on vient avec plaisir aujourd'hui. Alors, mon smiley il est passé à la ligne. Bon, voilà. Je vous préviens tout de suite, c'est pas très pro, hein, niveau présentation. Généralement, on va essayer de faire le maximum. Donc, comme je disais, du coup, j'ai une formation de dev back à la base, mais j'ai beaucoup de pratique en front. J'ai géré une agence située en Rhône-Alpes dont je tairai le nom, pour un certain nombre de raisons, pendant plusieurs années, qui était spécialisée dans les sites publics institutionnels. Donc, sites publics institutionnels, donc on faisait du marché public à fond, et tout ça avec WordPress. Et qui dit niche, marché de niche, dit industrialisation au maximum. Donc, rapidement, on s'est retrouvé à recréer très souvent la même chose, et dès le départ en fait on a créé une surcouche à WordPress qu'on réutilisait de projet en projet. Donc avec tout un tas de choses, type de contenu, custom fields, function templating, etc. Des choses que vous connaissez sûrement et que vous utilisez sûrement, mais qui étaient vraiment adaptées à un type de client bien spécifique, et ça roulait. L'objectif c'était que ça roule comme ça. On utilisait en fait du coup tout ça sous forme de framework entre guillemets, en gros une surcouche qui venait se greffer à WordPress. Et le choix que j'ai fait à l'époque, c'était de tout mettre dans le thème. Ce qui peut être très discutable aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'on met les choses dans un plugin, dans un thème, qu'est-ce qu'on met dans un thème, etc. Et on va pas mal parler de ça aujourd'hui. Cette agence, j'en ai démissionné parce que je suis tombé sur une personne, voilà, c'est tout écrit. Donc avec Rachel d'ailleurs, et puis une autre personne, on s'est tous barrés. Et puis du coup, on leur laisse faire leur vie. Si vous êtes curieux, vous trouverez facilement de quelle agence il s'agit. J'ai atterri du coup dans une belle agence WordPress, on a eu vachement de chance de... Les mecs ils ont embauché un couple quand même, qui est en Ardèche, quoi, des Ardéchois, alors qu'ils sont à Paris pour bosser sur leur projet. Enfin voilà, c'était vraiment beaucoup de chance et puis une belle rencontre. Donc voilà, ça fait quelques mois maintenant qu'on bosse chez Whodunit. Et puis j'ai découvert du coup que mon fonctionnement en fait, ma façon de faire, ma façon de développer les choses, je suis plus développeur, je suis chef de projet, mais je suis chef de projet technique, donc j'interviens sur tous les projets au niveau technique. J'ai découvert que ma façon de faire à moi, c'était pas forcément la même façon de faire que tout le monde. Et ça m'a beaucoup étonné en fait. Donc, je vais faire un petit retour en arrière. 2005-2008, j'ai appris WordPress, comme on l'a tous fait, a priori, en customisant Kubrick, le thème que tout le monde connaît, qui était magnifique, avec sa bannière bleue, en customisant, en faisant n'importe quoi aussi, évidemment. Et puis c'est la découverte de la boucle, la compréhension de la boucle, parce que je venais de Spip à la base. Bouh, mais non, c'est bien Spip. Spip Agora même, un fork à destination des administrations qui était vraiment... il n'existe plus en fait, voilà. Et c'est normal, en fait, quelque part. Donc, compréhension de la boucle WordPress. Ah, sur WordPress, la boucle, elle s'appelle pas boucle. C'est tout en anglais. Bon, voilà, on a commencé à apprendre un petit peu WordPress. Le templating, le template hiérarchie, le modèle de données général de WordPress, qui est aujourd'hui souvent décrié, etc. Tout ça, c'était vraiment nouveau à l'époque pour moi. Le modèle de données, donc je viens d'en parler, la gestion des menus, les marqueurs de modèle et marqueurs conditionnels, tout ça, voilà, il faut l'apprendre à un moment donné. Et ce qui était génial, c'est qu'on avait une documentation, et on l'a toujours, et elle est de mieux en mieux, le codex, qui permet d'apprendre rapidement. Bref, tout ça pour dire que rapidement, j'arrive à faire un site en bidouillant plus ou moins le thème Kubrick, et puis d'autres thèmes en les téléchargeant et en les modifiant. Et je me retrouve avec des thèmes modifiés, que du coup je peux plus mettre à jour, etc. Bon, vous connaissez la musique. Mais bon, ça permettait du coup de faire matcher un design qui était fait par un graphiste print à l'époque, en 2005, et le faire coller à peu près à un site internet qui était à peu près fonctionnel. Et puis voilà, donc on était déjà content. Et en 2009, les choses sont devenues un peu plus sérieuses. WordPress du coup devient
le CMS par défaut utilisé, et on décide au niveau de l'agence du coup de se concentrer sur un seul CMS en disant on est spécialiste d'un truc, mais on le fait bien quoi. Donc ça c'est le positionnement commercial que je trouve le meilleur pour une petite agence. WordPress est un vrai CMS, on a des custom post types, des taxonomies, des custom fields, une super WP Query qui est quand même là, à mon avis le fondement de WordPress quand on fait du templating, donc quand on intègre des designs dans un thème WordPress. Et du coup on se retrouve avec un CMS en 2009 qui permet d'à peu près tout faire et qui a un back-office surtout, et c'est ça en fait le plus important, qui est utilisable par tout le monde, avec une formation qui est adaptée, qui sera appliquée à ce CMS. Sur un back-office donc quand même assez simple et qui sera du coup assez universel pour que la personne qu'on va former du coup pourra utiliser son site pendant longtemps au gré des mises à jour, parce que même si le back-office change, on retrouve toujours ces petits dans WordPress et pourra basculer en plus d'un site à un autre sans être dépaysé. Donc on commence à se dire qu'on va vendre quelque chose, un produit qu'on vendra en surcouche mais qui sera adapté pour des sites sur mesure, fait sur mesure par des graphistes. Donc c'est comme ça qu'en fait on va commencer à créer, déjà identifier les besoins de nos clients qui sont tous les mêmes. Donc systématiquement c'est des besoins qui reviennent, une collectivité. Le site internet d'une collectivité c'est quoi? C'est environ 3500 PDF à télécharger. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, on fait un moteur de gestion des publications et des documents à télécharger. Non je rigole, mais du coup il y a tous les types de contenus annuaires, etc. Et tout ça en fait sous la forme de... En fait on conçoit du coup, on a conçu un modèle d'information qui est bien adapté à ce type de client. Une seconde. Hop. Voilà, et du coup, je décide unilatéralement de lancer ça depuis le thème, en fait, cette surcouche. Donc de tout développer à partir du thème. Pas de plugin, parce qu'on aurait pu faire un plugin, finalement, pour les collectivités, machin, qui pourrait se greffer à notre site, et puis même commercialiser ce plugin, etc. Là, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était d'avoir vraiment un thème, et à chaque fois, en fait, la seule chose qu'on produirait en plus de projet en projet, c'est uniquement la partie graphique et l'intégration HTML, CSS de cette partie graphique. D'accord ? Alors, en 2010, on arrive à avoir un starter thème. Je savais à cette époque même pas que ce terme existait, donc ça s'appelait pas comme ça. Pour nous, c'était une surcouche. Mais c'est pareil. Désolé, il y a beaucoup de texte, mais comme ça, mes slides sont un petit peu indépendants de moi après, par la suite. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir un thème de base avec un dossier include qui contient, en fait, toutes les choses qu'on réutilise de projet en projet. Aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionnent tous les starter thèmes, hein, Genesis, etc. Et du coup, c'est ce qu'on va utiliser ici avec tout un ensemble de custom post types, donc de types de contenu, annuaire, agenda, etc. Un agenda, c'est toujours une liste d'événements, ça ne change pas suivant les projets, donc on le réutilise, tout ça. Des publications, évidemment, j'ai dit qu'il y avait 1 million de PDF sur les sites de collectivité, etc. Avec des champs personnalisés pour chaque type de contenu. Ces champs personnalisés, à l'époque, on les créait à la main, enfin je les créais à la main. Maintenant il y a ACF, hein, donc vous embêtez pas. Et puis tout un tas d'autres concurrents d'ailleurs. On réorganise l'éditeur visuel pour ajouter les éléments qui n'étaient pas prévus, un bloc de citation, un bloc d'encadré, un slider, etc. Pour utiliser au maximum l'éditeur visuel et le customiser sans utiliser de shortcode. J'ai jamais été très fan des shortcodes de mon côté, des codes courts, désolé. Qu'est-ce qu'on ajoute là-dedans? On vire aussi bien sûr tous les H5, H6 qui servent jamais, le H1 parce que le H1 il n'y en a qu'un seul et c'est le titre du site, il est généré automatiquement. Bref, on customise comme vous le faites peut-être pour un certain nombre d'entre vous. On nettoie donc le back-office WordPress pour virer tout ce qui n'est pas utile, ce qui est inutile pour le client. Et puis on crée un tableau de bord vraiment personnalisé. En fait, un tableau de bord vraiment personnalisé, c'est quoi? C'est un truc qui nous faisait plaisir, avec le logo de l'agence, etc., avec tout un tas de choses. Pourquoi pas on y ajouter des choses, quelque chose qu'on voit pas très souvent sur les tableaux de bord, mais que je trouve intéressant, c'est ajouter un lien de téléchargement de la doc, de la documentation qu'on fournit au client. Comme ça, le client, il a toujours sa documentation sur le tableau de bord. Bref, des petits plus qui sont assez intéressants. On crée, bien sûr, ça c'est la deuxième partie, un certain nombre de templates types. Vous connaissez à peu près le modèle de template, le moteur de template de WordPress avec le index.php évidemment, single, taxonomie-bidule, etc., etc. Donc tout ça on les crée puis pour chaque type de contenu qu'on va réutiliser de projet en projet. Comme ça, on a déjà nos boucles, on a déjà notre pagination, donc tous les trucs un petit peu chiants à coder, ils sont déjà faits. Il n'y a plus qu'à rajouter l'intégration et puis on est tranquille, ça roule.
Bon, je ne détaille pas ici, mais du coup, on va avoir toutes nos dépendances JavaScript, Google Maps, etc. pour ajouter la petite carte sur le petit module agenda. Et puis, je ne me suis pas rendu compte du tout, et j'ajoute les pages d'options permettant de paramétrer le site, hein, évidemment. Sur ce genre de site, les pages d'options, ce n'est pas du tout les mêmes que ce que vous connaissez dans Divi, Salient, etc. Enfin, dans tous les thèmes premium ou même thèmes natifs. Généralement, ce n'est pas des pages de site où on va gérer les couleurs ou la charte graphique du site. Puisque du coup, celle-là, elle a été décidée une fois par le graphiste et puis ça évolue plus derrière. Pareil, on ne change pas le logo de la commune tous les jours. Donc c'est plutôt des pages d'options qui permettaient de définir en fait un certain nombre d'éléments globaux liés au site. Donc bref, génial, on n'a plus qu'à recevoir des gabarits intégrés donc par ma collègue, et puis c'est parti, on peut déployer des sites, en tout cas autant que ce qu'on rapporte de marché public à l'époque. Donc entre 2011 et 2015, ça roule à fond. Ah, mon smiley ne s'affiche pas. Avec un process hyper basique. Je suis quelqu'un qui cherche jamais à faire les choses forcément le mieux possible, mais plutôt le plus rapidement possible et le plus proprement possible dans cet intervalle de temps donné. Et ensuite, on améliore petit à petit. Donc le process finalement est assez basique, mais très fonctionnel. On intègre du coup en HTML, CSS, JS les maquettes validées et designées par les graphistes de l'agence. On crée nos types de contenus et nos champs personnalisés. Ça, c'est juste du copier-coller. Puis ensuite, on va dans les fichiers qui permettent de gérer les types de contenus et on va modifier les labels. Par exemple, agenda, oui, mais le client il veut pas que ça s'appelle agenda, mais événement. On va changer, etc. Donc on est plutôt souple là-dessus. Hein. C'est industrialisé, mais on adapte au fur et à mesure. Ensuite, le templating, c'est juste en fait l'insertion du gabarit HTML dans les boucles WordPress déjà prêtes. Donc finalement, on n'a plus qu'à se mettre d'accord, une fois qu'on a tout ça, avec l'intégrateur, l'intégratrice, pour dire cet endroit, ce bloc, ça sera du contenu éditable. Donc on va retrouver des paragraphes, etc. etc. Donc il faut l'intégrer de telle façon ou de telle façon. Voilà. Donc ça limite en fait énormément la quantité de travail à faire. Et ça nous permet de nous concentrer sur les besoins éditoriaux du client plus que sur la technique en fait finalement. Puisque la technique, même si le truc n'est pas forcément très bien fait au départ, on pourra revenir derrière ensuite. La technique, c'est jamais ce qui nous pose problème, enfin c'est rarement ce qui nous pose problème, en tout cas quand on a un background de développeur. Généralement, c'est plutôt la compréhension des besoins, de ce que veulent faire les gens. Et finalement, c'est le plus important. Donc le framework, entre guillemets, évolue, parce que si un très bon dev voyait mon code, ou même un dev moyen voyait mon code, il y trouverait clairement à redire. Et j'ai fait marrer le développeur de Boudani quand je suis arrivé en lui montrant mon code, parce qu'il y a certains trucs qui ne sont pas parfaits en fait. Mais c'est pas grave, ça fonctionnait. Et puis quand ça fonctionnait plus ou moins, ou pas suffisamment bien, on le modifiait, on l'améliorait, etc. Ce qu'on appelle un peu de l'amélioration progressive, et puis tous les anciens clients qui étaient en maintenance en profitaient en plus. Donc voilà, c'était un petit peu ça l'idée. C'est pas parfait, hein. Je ne dis pas que c'est parfait, mais l'intérêt c'était qu'on avait trouvé une niche et un besoin client finalement et une manière d'y répondre, qui nous était propre et qui fonctionnait. Donc on fait évoluer ça au fur et à mesure des besoins clients. Et puis le truc qui va faire rire les développeurs ici, et puis tous ceux qui connaissent un petit peu les templates WordPress, c'est qu'on n'avait même pas de fonction WP-Add et WP-Footer dans nos thèmes. Vous voyez ce à quoi ça sert ces trucs-là? C'est que si vous n'avez pas ça, en fait, il n'y a aucun plugin du marché qui fonctionne sur votre site. Mais zéro, quoi. Ce que je faisais, c'est qu'en fait, on limitait, ok, il faut avoir un plugin pour les formulaires, c'est obligé. Pourquoi? Parce que faire des formulaires et des messages d'erreur, ça fait chier tous les devs, hein. Clairement, c'est nul. Donc du coup, on prend un plugin. Ok. Au début, on avait Contact Form 7. C'est bien, ok, Contact Form 7, c'était plutôt bien à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est un peu cheap, mais c'était pas mal à l'époque. Il a une feuille de style et puis il a un JS. Ok, je vais les intégrer à la main. Je sais toujours où est-ce qu'ils se trouvent dans le dossier du plugin, etc. Je les mets à la main. Et puis le jour où le CSS, on n'en a pas besoin parce qu'on va le réécrire, parce que les formulaires, ils ont telle forme, etc. Du coup, on ne met pas le CSS. Ou on ne met pas le JS parce qu'en fait, on ne veut pas l'Ajax sur ce site. Donc on prenait que ce qu'on voulait. Et on l'intégrait à la main, donc pas de VP-Add et pas de VP-Footer. Il y a un script Google Analytics, ouais, ok, pas de problème, on va le mettre à la main, et puis voilà, ça tourne, ça fonctionne très bien. Donc ça, aujourd'hui, c'est un peu aberrant, hein, en 2017, et je suis d'accord avec ça. Mais ce qui était bien, c'est qu'on gérait en fait nos dépenses au minimum. Vraiment, on avait uniquement ce dont on avait besoin. Quand on est passé à Gravity Form,
J'ai installé du coup sur un site de base, un 2015 ou je sais pas quoi, mon Gravity Form. J'ai vu le nombre de dépendances chargées, j'ai halluciné, je me suis dit mais les gens ils chargent vraiment tous ces fichiers sur toute leur page. Enfin voilà, pour moi c'était assez fou, mais aussi parce que j'étais dans mon monde en fait, hein, tout seul, isolé. Et donc, bref, du coup, mon Gravity Form, je chargeais uniquement les 2-3 fichiers que je trouvais utiles, que je concaténais, etc. Et puis hop, terminé, ça tournait avec le plugin Gravity Form, le plugin il tourne, mais par contre, au niveau front, on n'avait qu'une feuille de style et un fichier JS. Et ça, c'était plutôt bien. Ça me permettait aussi de me passer de pas mal de plugins que j'appelle... un peu des fois des cache-misères, c'est tous les plugins de cache. En tout cas, c'est ce que je disais à l'époque. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces sites-là, à l'époque, si vous y allez aujourd'hui, ils tournent hyper bien, ils sont hyper rapides. Parce qu'en fait, ils chargent uniquement ce dont ils ont besoin. Et donc, toutes les optimisations sont faites à la main, et ça marche très bien. Le problème, c'est que, voilà, aujourd'hui, en 2017, si je devais refaire ce choix, je ne le ferais pas comme ça. Il vaut peut-être mieux décharger les choses, plutôt, enfin bref, fonctionner autrement. Tout ça pour vous dire qu'on apprend aussi un petit peu de ses erreurs. Mais bon, ça vous le savez, on en fait tous des erreurs et on apprend tous. Là maintenant c'était hyper cool parce que le framework évolue avec WordPress. On maintient notre propre code et pas celui des autres, ou alors très peu. On va dire on maintient le code qui pète, généralement c'était le code des 2 ou 3 ou 4 plugins qu'on utilisait. Et à ce moment-là, c'était plus facile d'aller identifier les choses. Quand on avait du code à nous qui pète, à moi du coup qui pète, et ça arrivait forcément parce que je suis clairement pas un hyper bon développeur, bah, du coup on savait quoi corriger finalement. Et puis c'était de notre faute, donc il fallait y aller corriger les choses. Donc au final, en termes de process, finalement c'était hyper efficace. C'était clairement très artisanal, mais hyper efficace. Et clairement, enfin voilà, j'ai oublié ça, mais ça marchait en plus au niveau des commercial. C'est-à-dire qu'on touchait déjà une cible parce qu'on se concentrait vraiment sur les besoins éditoriaux des gens. Et en plus, en parallèle, on avait quelque chose qui roulait sur lequel on n'était pas obligé de faire de la maintenance pendant des jours et des jours toute l'année. Des semaines et des semaines toute l'année. Et puis en 2016, du coup, on a tout envoyé péter. J'ai fait une conf à Paris, du coup, où je me suis mis à parler avec des gens, du coup, après la conférence. Et puis je me suis dit, mais en fait, t'es tout seul à faire ça, enfin, quasiment, quoi. À fonctionner comme ça, avec ta surcouche, ton truc, et puis ton machin. Surtout, il faut pas charger VP Footer. Enfin, tu dis ça à n'importe qui travaille dans WordPress, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Enfin voilà, bref, c'est pas très logique. Et puis en fait, c'était assez nul parce qu'il y a quand même quelques plugins majeurs qui nous... Enfin, on était coupé de ça et ça, c'était vraiment une grosse bêtise. Tout roule pour la solution WordPress, mais la boîte se désagrège. Je passe sur ces événements un petit peu douloureux. Changement de cap et de direction Whodunit, un fonctionnement complètement différent parce que l'agence existe depuis 7 ans aussi et puis tourne. C'est une agence qui tourne, qui est connue. Par contre, c'est un peu le bazar. Ma boss va regarder la conf, mais c'est un peu le bazar. On a des thèmes enfants, on a des thèmes premium, des thèmes modifiés. Donc là, le thème téléchargé, puis modifié en dur, que tu peux plus mettre à jour, etc. Du sur-mesure, et tout ça depuis 7 ans, c'est accumulé, et on a énormément de maintenance. Et en fait, j'ai été plus ou moins embauché suite à ma conf sur la maintenance, plus ou moins, on va dire. Et je me rends compte que je vais devoir faire la maintenance de tout ça. Alors que moi, avant, j'avais tout mon petit code à moi, artisanal, mais qui marchait très bien. Donc voilà, on va arriver, vous inquiétez pas, au thème premium, au thème sur mesure, etc. On va en parler après, mais c'était pour vous donner un peu de background. J'apprends à travailler avec une équipe complète, avec des gens qui regardent mon vieux code où le mec, je dis ouais, il faut faire un agenda, bah quoi, ça prend 3 minutes, tiens, je te donne mon code. Le gars, il fait ah ouais, cool. Puis après, il regarde le code que, pourtant, moi, je l'utilise depuis des années. Il fait, mais c'est quoi ça? C'est écrit n'importe comment, tes variables, c'est pas du tout les conventions d'aujourd'hui, etc., etc. Donc, du coup, mais c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Du coup, ça m'a permis d'évoluer aussi. Je récupère 7 ans de projet en maintenance et au final, du coup, on passe de ce que j'avais avant, ce que j'appelais la maintenance préventive, maintenance corrective et maintenance évolutive, donc vraiment des niveaux de maintenance très clairement définis, etc., à quelque chose en fait où tout s'appelle de la TMA, c'est-à-dire de la tierce maintenance applicative. La TMA, en fait, c'est maintenir le code des autres. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait tout le temps, parce que en 7 ans, l'agence du coup a eu plein de développeurs qui se sont succédés différemment. Moi, j'ai toujours travaillé juste avec moi et avec Rachel, donc, et c'était beaucoup plus facile. Donc voilà, là, on récupère des choses, on n'a plus l'historique, enfin voilà, c'est compliqué, et du coup, il faut mettre en place tout un tas de choses.
Au niveau du sur-mesure, par contre, c'est cool parce que petit à petit, on commence à reconstruire les choses et reconstruire en gardant un petit peu des bonnes idées qu'il y avait avant et puis en enlevant celles qui étaient un peu plus pourries. Donc, tout ça pour dire, je voulais absolument vous donner un peu de contexte parce qu'à mon avis, c'est intéressant et puis ça montre qu'on n'a pas... Ici, on a tous forcément des besoins différents, des clients différents ou, enfin, si vous n'avez pas de clients et que vous bossez directement chez l'annonceur ou etc. En tout cas, il y a des besoins différents, il y a des façons d'y répondre qui sont différentes. Je crache sur rien en fait pour de vrai. Là, je vais cracher un petit peu sur des choses, mais c'est plutôt pour faire mon malin. Voilà, on a vraiment des besoins différents et c'est à ça qu'il faut s'adapter en fait, je pense. Donc, je commence par les thèmes premium ou les thèmes wp.org, hein, donc officiels et gratuits. Pour moi, je les mets dans le même panier pour l'instant. Pourquoi on les aime? Parce que c'est des économies en design, en intégration, en développement. Un développeur ou même un web marketer, etc. peut monter un site finalement, et ça c'est très intéressant, sans forcément passer par un designer, ou alors à la marge pour faire des corrections, etc. Et ça c'est ce qui est très très intéressant évidemment. J'imagine que vous êtes nombreux à utiliser des thèmes premium pour ce genre de raisons. Le problème c'est les limitations en design et technique, hein. Évidemment on part de quelque chose qui existe, donc on ne peut pas tout faire avec. Mais la vraie limitation au niveau des économies et du design, etc., qui est déjà existant, pour moi, c'est le côté waouh qu'on va avoir sur la démo en fait, du site, qui va nous amener du coup à dire mais ouais, ça c'est tendance, c'est bien, etc., super. Sauf que souvent ça a été conçu avec du faux contenu, ça a été conçu avec un contenu qui n'est pas le vôtre ou celui de votre client, et derrière, c'est ce que je veux dire par ce côté waouh qui cache de nombreuses insuffisances techniques et éditoriales, c'est que tout ça n'a pas été pensé par rapport à un contexte donné, ça a été pensé pour que vous achetiez le thème en fait, si c'est un thème premium. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça moi que je trouve en fait, c'est le pendant négatif de cet aspect positif des économies, c'est que derrière on va avoir quelque chose qui a été pas du tout pensé pour votre client et que vous allez du coup devoir détourner pour pouvoir le réutiliser. Ce qui peut être un challenge intéressant hein, derrière, mais il faut le savoir. C'est très utile et très bien pour faire un site rapidement réalisé, pour des projets aux besoins limités, ou alors des projets qu'on veut mettre en place rapidement, quitte à les faire évoluer ensuite. Donc ça c'est sûr. On va avoir un site qui sera rapidement réalisé, donc ça c'est vraiment intéressant. Par contre, on va souvent se retrouver à modifier le thème énormément, quitte à devoir aller dans le code, alors que c'est pas forcément son métier, etc. Et là, la question que je me posée, c'est est-ce qu'on y gagne vraiment, en fait, finalement, en termes d'économie, par rapport au temps qu'on va passer, finalement, à modifier. Et moi, alors, mais c'est facile, vous avez vu mon background, et du coup, vous me comprenez, mais pour moi, en fait, je me dis, mais pourquoi est-ce que je passerais autant de temps, finalement, à modifier quelque chose, alors que, finalement, enfin, je serais vachement plus confortable à partir sur mon truc à zéro. Quitte à ce que ça prenne plus de temps, mais au moins, je serais confort. Ça peut être un autre choix. Enfin, voilà. Donc, il faut faire attention en termes de rentabilité sur ce type de choses, à mon avis. Alors l'offre est particulièrement abondante, mais bon, on ne sait jamais quoi choisir, donc c'est un autre problème. L'auteur gère la maintenance, donc ça peut être très bien. Par contre, après, tout dépend. Là, c'est la loterie. Il y a des auteurs qui gèrent la maintenance depuis des années de leur thème et qui le font très bien. D'autres qui laissent tomber, etc. pour des raisons qui peuvent être compréhensibles. Hein. Souvent, voilà, on en a marre finalement de faire du support et de se faire insulter parce que tel truc ne marche pas alors qu'on fait les choses gratuitement, etc. C'est compréhensible. Bref, du coup, il y a la question de la maintenance à long terme où là, il faut réfléchir. Alors, il y a la question des extensions intégrées au thème, ça c'est un truc que j'ai découvert avec les failles de Revolution Slider qui ont été connues il y a 2 ans, je crois. Voilà, enfin des gens qui intègrent en fait finalement des extensions premium, ou même pas premium d'ailleurs, hein, natives, dans le thème. Donc elles vont être intégrées dans le thème et du coup ça va vous couper des mises à jour, surtout si ces extensions sont payantes. Et dans ce cas-là, du coup, on ne peut pas mettre à jour, on s'en rend même pas compte qu'il faut le faire d'ailleurs, et puis on se retrouve avec un site hacké rapidement. Donc ça, faites très attention, si c'est possible de désactiver, je sais pas, je connais pas tout le marché des thèmes premium et des thèmes natifs d'ailleurs, enfin des thèmes gratuits, mais si c'est possible de ne pas avoir d'extension préinstallée avec le thème en package, c'est mieux à mon avis. On a la possibilité de customiser en back-office. Alors le problème c'est que souvent ça passe par des thèmes options, et alors là, que ce soit Salient ou Impreza, etc., ils ont souvent leur petit outil de thème option
qui d'ailleurs est vachement mal intégré à l'interface au back-office de WordPress, parce qu'ils ont leur propre truc qu'ils ont codé. Je critique pas spécialement ça. Ce que je critique surtout, c'est le fait que ce truc-là, en fait, il vient un petit peu en surcouche, un petit peu dans l'idée de mes surcouches de tout à l'heure, mais par-dessus WordPress, intégré au niveau de la base de données de façon bizarre, avec des données sérialisées, etc. Du coup, ça fait que c'est très difficile à manipuler si je dois cloner le site, ou le déplacer, ou le repasser en local, etc. Mes thème options, souvent, c'est un peu la galère à gérer. Donc bon, moi je trouve que c'est pas le top. Après, ça va sûrement à plein de contextes. Pour aller plus loin, on peut, bien sûr, il est conseillé d'utiliser un thème enfant et de ne pas modifier le thème. Je ne vais pas vous faire le couplet que vous avez dû lire sur à peu près tous les articles parlant de thème premium, etc. Le souci, c'est que si vous passez ça à un intégrateur, en fait, donc un thème enfant pour qu'il puisse surcharger et modifier le thème parent, en fait, finalement, il va vous dire bah, c'est cool, mais c'est pas du tout ça mon métier, en fait, de surcharger des choses qui existent. Voilà, enfin, en gros, bah, ça va être le point d'exclamation importante partout, et derrière, on surcharge, et une fois qu'on veut modifier quelque chose, bah, c'est la galère, parce que finalement, on doit faire des surcharges sur des surcharges. Bref, c'est pas le top. Bon, mais c'est pas grave, on veut une fonctionnalité supplémentaire qui n'a pas été prévue par le thème, ok, ou un type de contenu supplémentaire, il suffit d'installer un plugin et puis on est tranquille. Le problème, c'est qu'entre les thèmes premium, le thème enfant, WordPress lui-même, les plugins que vous allez installer, bah, du coup, on obtient petit à petit un système qui est branlant en fait. Et c'est ce que je vois en fait sur des thèmes qui ont été conçus il y a un petit moment dans l'agence où je travaille, où aujourd'hui on se retrouve en fait au moment de la mise à jour à faire. Je vais peut-être pas mettre à jour tout de suite là, je vais peut-être aller voir le journal de mise à jour pour voir s'il n'y a pas des trucs un peu qui pourraient péter quoi. Et puis de toute façon, ma mise à jour, je la ferai jamais en production directement, je la fais toujours dans un autre serveur de pré-production, ce qui de toute façon est une bonne pratique. Mais là clairement on sait que ça peut casser parce qu'on a plein de choses différentes qu'on essaye de faire cohabiter ensemble en fait. Donc, je vais arrêter de bitcher dans un petit moment, vous inquiétez pas. Donc, les thèmes premium et les thèmes d'ailleurs tout court, c'est monts et merveilles. Comme pour résumer, on a des super démos, mais au final, du coup, on se rend compte que le site, une fois qu'on l'a fait, il est vachement moins classe que la démo. Et du coup, on se dit, ouais, mais de toute façon, c'est le client qui a envoyé des contenus pourris, des photos en petite taille, etc., etc. En fait, du coup, là, ce que je voulais dire par cette ligne, en fait, c'est de dire, c'est peut-être pas la faute du client, en fait, finalement. Il faudrait peut-être, à un moment donné, du coup, éviter d'aller trop dans la tendance, etc., et puis de se poser la question, un petit peu comme on faisait avant, dire, mais c'est quoi, en fait, son besoin, et ça va être quoi, ses contenus? Est-ce qu'il aura vraiment la super vidéo d'arrière-plan, etc. Enfin bon, j'imagine que si pour les freelances qui m'écoutent, vous avez été confrontés à ce genre de choses, voilà, il faut faire attention à ça. Et les thèmes premium peuvent donner l'impression d'être vachement bien faits. Et au final, derrière, une fois qu'on a nos contenus, bof bof. On a pas mal de choses inutiles dans les thèmes. Qui ont été ajoutés, typiquement, moi j'aime pas trop quand on rajoute des custom post type portfolio. À la limite, autant faire un plugin, utiliser un plugin de portfolio, etc. pour gérer ça. Parce que, bien sûr, dans le thème, il y a écrit portfolio, mais moi je veux l'utiliser pas pour un portfolio, mais pour présenter des spectacles. Donc je voudrais que mon type de contenu s'appelle spectacle, et pas portfolio. Vous voyez. Donc, voilà, je trouve que c'est dommage que ces thèmes essayent d'embarquer tout un tas de choses, alors que finalement, en fait, il ferait mieux de faire petit. Et puis qu'on puisse rajouter petit à petit, progressivement. Ça, c'est mon avis. Bon, pour tous les champs personnalisés avec ACF, qui est, je pense, mon plugin WordPress préféré au monde, du coup, c'est compliqué à faire rentrer dans les thèmes premium. On a souvent des page builders. Alors, les page builders, c'est génial parce qu'on peut tout faire. Mais le problème, en fait, c'est que pourquoi on devrait tout faire, en fait? Pourquoi le client devrait faire du design dans son back-office? Il est censé juste saisir des contenus pour moi. Alors c'est peut-être un peu vieux jeu en 2017 de dire ça, mais pour moi en fait c'est voilà, en dehors du fait que ces page builders généralement ils génèrent un code qui est lourd et qui casse d'une version à l'autre, etc. Je pense que c'est pas forcément le rôle du client en fait de décider du positionnement des choses, de faire du design dans son truc. Lui il est censé faire du webmastering. Donc gérer des contenus. Et c'est ça qui m'embête un petit peu avec ces page builders. Donc généralement j'essaie de les désactiver si je peux. Mais voilà. Et puis il y a la formation, du coup ça revient à ce que je viens de dire, c'est que finalement on va former le client à utiliser le thème, les plugins, le WordPress, etc. Et au final on perd ce que je disais tout à l'heure,
qui m'avait fait choisir, moi personnellement, WordPress, c'est un truc hyper simple, la formation en 1h30. Le mec, il sait utiliser WordPress, il saura l'utiliser pendant des années, il n'y a pas de souci. Bah, du coup, on perd un peu ça, parce qu'en fait, on a plein de choses à paramétrer. Si je veux publier une page, il faut que j'aille dans mon page builder, que je gère mes règles horizontales, ensuite que je mette mes colonnes, etc. Alors qu'au final, la personne, elle veut juste publier du contenu rapidement. Hein. Enfin, c'est ça l'objectif. Alors, il y a la problématique de l'internationalisation, avec les traductions pas toujours au top. Mais bon, là, limite, on peut se dire, bah, si la traduction elle me va pas, j'ai qu'à aller la corriger, quoi. Hein, généralement, en tout cas pour tous les thèmes du dépôt officiel, du coup, on peut aller proposer des traductions. Et c'est pas très long à faire. Le système d'ailleurs GlotPress, donc qui permet de faire des traductions, est hyper bien fait. C'est très intéressant hein, de le faire. Je vous invite à le faire, ne serait-ce que traduire 2-3 chaînes de caractères pour comprendre comment ça marche en fait, quelle est la démarche en fait là-dedans. Donc là, je m'éloigne de mon sujet. Bon, important, c'était la surcharge, j'en ai parlé tout à l'heure. Et pareil, j'en ai parlé tout à l'heure, mais un thème générique, ça convient rarement à 100%. Et au final, on se retrouve avec, voilà, votre thème que vous proposez, il est super, mais par contre, attention, il faudra que le header il soit plus large, qu'ensuite il se fixe au scroll, et mettre un call to action à tel endroit, etc. Grossir le logo, évidemment, hein, c'est obligatoire dans tous les projets. Bref, on va avoir tout un tas de choses à faire. En fait, on se dit, mais est-ce que ce temps-là, en fait, finalement, si j'étais parti de quelque chose de plus simple, et que j'avais amélioré petit à petit, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux utilisé, mon temps, en fait, finalement? Donc voilà, ça c'est les questions que je pose. Je dis pas que c'est des réponses ou que, enfin, voilà. Mais après, c'est plus intéressant, je trouve, de présenter un point de vue un peu tranché, quitte à passer un petit peu pour un méchant, voilà, un méchant garçon. Mais c'est plus rigolo et puis on va pouvoir discuter après parce que j'imagine que vous ne serez pas d'accord avec moi. On a des perfs médiocres du coup qui nécessitent forcément des plugins de cache pour le bonheur de toute l'économie des plugins de cache hein, évidemment, mais d'ailleurs c'est peut-être eux qui créent les thèmes tout super lourds en fait. Non, je sais pas. Et puis j'en ai parlé, mais une maintenance complexe et puis la problématique de la sécurité parce qu'il faut faire évoluer ça, il faut le mettre à jour, etc. Et ça prend énormément de temps, encore une fois. Et ne serait-ce que pour les mises à jour, si vous n'avez pas prévu forcément ce temps-là en amont, ben, posez-vous la question, quoi. Finalement, si j'étais parti d'un thème plus simple et que j'avais amélioré petit à petit, et que du coup un thème plus facile à mettre à jour, est-ce que j'irais pas passer moins de temps? Enfin voilà, c'est vraiment des questions à se poser et il est difficile d'y répondre, hein, je trouve aussi. Bon, en fait, ça reste une option clairement envisageable. Bon, il est chiant ce téléphone. 2 secondes. Sinon, vous arrêtez de dire des trucs là. Ouais, hop, désolé. Non, en fait, ça reste une option envisageable. Et en fait, d'ailleurs, j'ai dû me mettre cette année, là, en 2016, à faire un site. Bon, normalement, j'étais CDP, du coup, je n'étais pas censé mettre les mains dans le cambouis. Mais c'était un petit site, etc. Et du coup, je me suis dit, mais ok, tu vas faire le site, là, c'est basé sur un thème, c'est Impreza, ça a été décidé, etc. C'est toi qui le fais. Comme si tu devais monter le site, etc. Et du coup, je l'ai fait. J'ai appris plein de choses, hein, effectivement. Donc, on a le Visual Composer, on a le truc, on a tous les plugins à mettre, la liste de plugins pour paramétrer le site, etc. Bon, clairement, je ne suis pas convaincu, mais je pense que ça correspond effectivement à un besoin. Un vrai besoin. Et notamment, alors bien sûr, on pense tout de suite à l'argent. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'argent, il y a le temps aussi. Et puis encore mieux, des choses plus intéressantes, par exemple pour mettre en place un MVP, un projet, un minimum viable avant de passer à autre chose. Et du coup là je me suis dit en fait ça peut avoir un intérêt, effectivement. Alors par contre, ton thème premium avec plein d'options, etc., tu vas pas le récupérer après si c'était un MVP. Hein, c'est tellement difficile à exporter et à transformer en quelque chose de sur mesure, de custom, que du coup tu vas reprendre à zéro, mais au moins pendant ce temps tu auras un site qui aura un petit peu marché, ça permet de faire des tests, de voir si le site fonctionne bien, etc., si les choix ont été bons, et ça peut être intéressant. Donc attention aux modifications, il faut vraiment, si vous utilisez un thème premium ou même un thème existant tout court, à baliser les modifications au maximum de façon très précise, parce que sinon en fait on n'a jamais fini finalement. Ce thème n'a pas été prévu pour le besoin de votre client ou de votre besoin à vous si c'est vous votre client, donc de toute façon il sera toujours améliorable. Donc il faut essayer de baliser les choses au maximum, sinon on y passe vraiment trop de temps. Il faut bien connaître les contenus avant de choisir le thème, enfin en gros avant de choisir le contenant. Ça c'est quelque chose qu'on répète sur plein de conférences, etc., enfin, que j'ai entendu 10 000 fois, mais en fait c'est vachement important, surtout quand on utilise un thème donc, qui a été prévu pour autre chose que ce que vous allez en faire forcément.
À ce moment-là, du coup, c'est très important du coup, de partir des contenus, et puis là, on va commencer à faire le choix, à voir ce qui colle et ce qui ne colle pas dans les catalogues de thèmes. Il est important de tester les performances du thème, ça tout le monde peut le faire avec les démos. Hein. Attention aux démos qui des fois sont optimisées, etc. et qui en fait ne ressemblent pas exactement à ce que vous allez avoir, mais bon, ça peut permettre au moins d'avoir une petite vue sur les performances. Vérifier les journaux pour voir s'il a été mis à jour, etc. Donc ça c'est assez important. Lire les forums de support, les avis, bien que ça peut être... enfin bon, ça peut être trompeur aussi. Vérifier les dépendances, ça c'est plutôt pour le côté technique. Ça sert à rien normalement qu'un site internet charge 40 feuilles de style ou 40 scripts JS. Ça n'a aucune utilité, aucun intérêt. Et enfin voilà, c'est pas normal. Donc du coup, essayez de regarder ça. Moi, je suis un petit peu resté sur ma faim au niveau du catalogue de thèmes premium disponible à ce niveau-là. Regardez avant aussi à quoi ressemble le back-office, parce que finalement, si c'est pour avoir une interface complètement hyper complexe, etc., bon, faut y réfléchir aussi. Et puis bien sûr, faire un thème enfant, et puis suivre les mises à jour de près, etc., etc. Juste de tout ça, en fait, clairement, je pense qu'en fait, il y a des bonnes choses dans les thèmes. Impreza, je trouvais... Bon, enfin voilà, non, en fait, je vais pas dire du bien. Enfin, clairement, c'est pas mon truc. Salient est pas mal à ce qui paraît, mais voilà, c'est pas mon truc. Pour moi, ça reste bidon, et je sais du coup, je passe pour le méchant qui dit que en fait tout est nul. Bon, mais tant pis. On en discutera après si vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce qui serait très bien. Ensuite, on a l'option Starter Theme, Theme Framework. Vous connaissez peut-être sûrement Genesis qui est hyper connu, hein, et puis Underscores qui est pas mal utilisé. Je connais très peu par contre, et puis il y en a plein d'autres. Du coup, ma réponse à ça, c'est pourquoi pas? Parce que l'objectif, c'est de gagner du temps avec quelque chose qui existe déjà et qui a déjà toutes les boucles WordPress, etc., les fichiers de template et tout. Donc ça, c'est pourquoi pas en fait, clairement. D'ailleurs, c'est la démarche que j'ai à la base. Sauf que je me dis du coup, mais si tu sais utiliser un starter theme, ses fonctions, les mettre en place, etc., pourquoi tu fais pas ton propre starter theme? Finalement, en fait, j'imagine s'il y a des développeurs ici que vous êtes beaucoup à avoir votre propre starter theme, parce qu'au bout d'un moment, vous modifiez le starter theme que vous utilisez, avec toutes ses fonctions, etc., pour que ça colle à vos besoins. Et à ce moment-là, du coup, petit à petit, vous allez faire votre propre framework, finalement, qui va vous permettre de travailler. Là, moi, en tout cas, ça a été un peu là. Voilà. Moi, je dis pourquoi pas, mais en fait, peut-être qu'il est aussi rapide de partir sur du sur-mesure, où l'objectif, du coup, c'est de maîtriser à 100% le projet, mais c'est plus long et plus cher, et encore pas toujours, parce qu'on peut mutualiser ensuite. Votre dev, vous allez le réutiliser. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'objectif. Ça a toujours été l'objectif de réutiliser les choses et de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Mais par contre, c'est ma roue. Alors, peut-être qu'elle est un peu bosselée, etc. Mais n'empêche que c'est ma roue à moi. Donc, si je dois corriger un truc dessus, je sais le faire. Alors, j'arrive à un point important pour moi sur cette proposition de sujet. C'est le fait qu'effectivement le thème est censé faire de l'affichage, et là je pense que c'est un truc qui peut faire débat et qui serait un débat intéressant, parce que le thème il peut faire de l'affichage mais pas que. Pour moi en fait on va retrouver plein de choses dans un thème, enfin j'aime retrouver plein de choses dans un thème qui seraient plutôt considérées comme étant du ressort des plugins normalement, parce que c'est pas de l'affichage mais c'est de la technique pure, pour simplifier. Mais moi je trouve que c'est intéressant de les retrouver dans le thème. Notamment tous les fichiers de template évidemment, toutes les images du design, bon ça c'est lié à l'intégration, donc évidemment on les retrouve dans le thème, les dossiers JS, etc., les types de contenu personnalisés. Ah, là d'un seul coup on se dit mais ça c'est du technique, pourquoi tu fais pas un plugin avec tous tes types de contenus? Parce que du coup je vais devoir gérer un truc à un endroit et un truc à un autre. Ça m'embête parce que j'ai la flemme, et puis je vais oublier, et puis etc., pour tout un tas de raisons. Je vais avoir tout ce qui est modifié, le nettoyage du back-office. Ouais, mais pourquoi tu pourrais utiliser un plugin, mais tu nous embêtes avec ton sur-mesure, donc tu fais ton sur-mesure, mais pourquoi tu n'en fais pas un plugin? Comme ça, c'est dans un plugin, et c'est l'endroit où on doit retrouver ce genre de choses, les modifications du back-office, dans un plugin. Et moi, je me dis, ça m'embête, je préfère l'avoir dans le thème au même endroit. On va avoir un function.php qui redirige vers des fichiers de config, etc. Je passe un peu sur les aspects techniques, sur tout un tas de choses, mais tout ça pareil. Pourquoi c'est pas dans un plugin finalement? C'est de la configuration, c'est du technique.
Éventuellement, on va avoir, parce que j'aime bien ACF, mais du coup, j'aime bien l'utiliser aussi à ma sauce, des exports PHP d'ACF. Donc, en fait, ACF, c'est Advanced Custom Field, hein, tout le monde connaît, j'imagine, à peu près. C'est vos champs personnalisés. Tout ça, vous pouvez l'exporter en XML, mais aussi en PHP. Ce qui est bien, c'est que ça vous colle un code PHP que vous pouvez mettre dans un plugin, si vous voulez. Bon, il y a peu d'intérêt. Ou dans votre thème, et puis comme ça, ces champs personnalisés qui sont conçus en PHP, vous pouvez les modifier et bidouiller dessus, et améliorer le code aussi. Donc tout ça, c'est intéressant. Et surtout aussi rajouter de la traduction. Si vous avez un site multisite, c'est même la meilleure façon de faire, en fait, hein, finalement, pour traduire des champs ACF. Donc bref, du coup, on va retrouver tout un tas de choses dans le thème, en fait, et je pense qu'il peut y avoir débat, effectivement, sur ce choix-là. Moi, je vais les mettre dans le thème. Et puis du coup la question c'est que si je clique sur changer de thème en back-office, du coup je pète le site. Et ouais, complètement. Mais du coup je me dis mais en fait ça c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit hein, après une conférence d'un copain, etc. Je vais dire ouais mais moi je mets tout dans le thème et puis ouais, mais si le mec il enlève le thème, t'as plus de champs personnalisés, t'as plus de machin, t'as plus rien quoi. Le site il est cassé. Du coup de mon expérience à moi, en tout cas, on s'en fout un peu. Parce qu'au final, de toute façon, quand le site de mon client il va être refait parce qu'il trouve que le design il est nul et complètement daté, ce qui est tout à fait compréhensible, donc tous les 5 ans hein, généralement, du coup il va tout refaire. Et l'agence enfin nous c'était des collectivités, donc des marchés publics, le marché du public ça dure 4 ou 5 ans. Tous les 4 ou 5 ans, du coup la collectivité elle refait son site. Hein. Clairement, il y a un changement de maire ou de je ne sais quoi, etc. Les gens ils veulent pas garder le même design et du coup ils changent tout. Et une agence qui récupère du coup le site d'une collectivité, elle va faire quoi? La première chose qu'elle va faire, c'est mettre à la poubelle tout le site d'avant. Ce qui est, après avoir récupéré, fait un export des contenus, un petit dump de contenu quand même, pour pas avoir à tout se retaper. Bref, donc du coup, mais je pense qu'en dehors des collectivités, toutes les refontes généralement occasionnent une réinstallation parce qu'on veut repartir à zéro sur quelque chose de propre, etc. Et donc il n'y a pas vraiment, à mon avis, de questions à se poser de ce côté-là. Mais ça, c'est un avis, et je suis peut-être le seul à me dire ça, mais bon, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Le 90% c'est faux, hein. Je dis ça, j'en sais rien du tout. Hein. Bon. Du coup, juste pour aller un petit peu dans la technique, je sais pas si ça fait longtemps que je parle, c'est bon. Un peu dans la technique, moi du coup comment je fonctionne, vous pouvez, ça sera en ligne je crois la présentation, et puis après vous pouvez m'envoyer sur Twitter, mais c'est nul ce que tu proposes, etc. Et puis me dire comment faire mieux, il n'y a pas de souci avec ça. Du coup c'est d'avoir un thème avec mon tiré de thème, voilà, mon super thème, d'avoir des assets donc avec toute l'intégration à l'intérieur. Finalement on peut même mettre les fichiers d'intégration, pourquoi pas, ça permet d'avoir de l'historique. Ce qui peut être vachement cool quand du coup une équipe dans une agence est renouvelée. Ça permet d'avoir l'historique de ce qui a été fait et du coup quand on veut ajouter un nouveau template, etc., un nouveau gabarit, etc., on va avoir des traces de ce qui a été fait, de comment ça a été fait, pourquoi, etc. Plutôt que se dire ah mais c'est des choix de merde, de toute façon il était nul celui que je remplace, etc. En fait des fois il y a des raisons en fait au choix des gens, donc ça peut être bien de les avoir. Ensuite, on va avoir un dossier Inc avec 2 dossiers, admin et public. Donc pour tout ce qui est back-office et tout ce qui est front-office, en fait, finalement, vous allez en public, vous allez trouver vos fonctions, vos blocs réutilisables, donc tous les éléments récurrents, hein, sidebar, etc., machin, footer, tout ce que vous voulez, enfin toutes les petites choses que vous réutilisez un peu partout sur votre site. Les fonctions du coup qui vont vous permettre de changer la limite de mots, de l'extrait de WordPress, etc. Enfin tous ces trucs-là qu'on utilise souvent, les petits bouts de code qu'on trouve sur geekpress.fr, etc. Et qu'on va pouvoir réutiliser. Et puis un dossier admin où on va avoir du coup un certain nombre un dossier config avec toutes vos configs, un dossier post-type avec tous vos post-types, un dossier metabox avec toutes les metabox, donc les boîtes d'options finalement qu'on va mettre un peu partout dans le back-office du site, les pages d'options parce qu'il faut bien les générer, les champs personnalisés, etc., etc. Ensuite vous allez avoir un function.php qui va appeler tout ça, qui va charger tous ces fichiers. D'accord? Vous avez tout ça à plein, c'est du require once, même si d'ailleurs, non, c'est pas bien, normalement, faut pas utiliser ça. Enfin, tant pis, c'est ce que j'utilise. Je suis pas forcément un très très bon développeur, mais j'essaye de faire des choses organisées, enfin, organisées pour moi. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres, mais bon, tant pis.
votre style.css, et puis ensuite tous vos fichiers de template, page d'accueil, etc., vos single actualité, single agenda, single annuaire, les taxonomies, etc. Et donc c'est là que vous allez avoir tout un tas de choses que vous allez faire une fois, en fait, finalement, améliorer la fois prochaine, et puis ensuite, au bout d'un moment, on finit par plus y toucher. Une fois qu'on a notre pagination qui marche et que notre boucle pour l'affichage des taxonomies, je ne sais quoi, une fois que ça marche, après généralement ça évolue très peu. On n'a plus qu'à y foutre l'intégration HTML, CSS et puis voilà, on est tout bon. Donc pour conclure un petit peu, et puis là vous vous dites mais il a même pas dit quel est le meilleur thème, etc. En plus il a dit même qu'ils étaient nuls les thèmes à télécharger, etc. Et oui, donc c'était une conférence piège, désolé. Puisque du coup j'ai parlé de choses qui m'intéressent moi mais qui vous intéressent pas forcément vous à 100%, mais bon il faut... Voilà. C'est des choses que je trouve intéressantes moi. Pour moi le thème c'est le site, c'est-à-dire que si on enlève le thème, effectivement on enlève le site en fait. Et que ce soit un thème premium finalement ou un autre, vous installez votre thème premium, vous allez le paramétrer, etc. machin. Au bout d'un moment vous allez arriver à un certain nombre de paramétrages, à tellement de paramétrages, que si vous voulez désactiver votre truc, ben en fait finalement autant repartir à zéro avec un autre thème et réinstaller WordPress. WordPress c'est connu, c'est limite dans la baseline, ça prend 5 minutes à installer. Vous faites un export de vos contenus, vous triez un peu ça parce que bien sûr votre thème premium aura rajouté plein de shortcodes et de trucs et de bidules dans vos contenus, mais bref, et puis vous repartez à zéro et puis c'est terminé. Donc pour moi en fait c'est comme ça que je fonctionne, c'est que le thème c'est le site, le jour où on change de thème en fait on change de site. Mais encore une fois c'est un point de vue très tranché de ma part. Voilà, c'est faire une refonte graphique en fait, mais pas que, aussi technique et aussi tout en fait, et des contenus finalement, parce que pareil pour le thème premium, vos contenus ils vont pas être réutilisables directement comme ça. Finalement, enfin moi j'ai toujours trouvé quand on récupérait un marché dans mon ancienne boîte, donc sur un site qui était existant et qu'on faisait la refonte, j'ai toujours trouvé qu'il était aussi difficile de récupérer le contenu donc en dump, donc récupération des contenus pour le mettre dans le nouveau site qu'on va faire avec WordPress, donc de WordPress à WordPress, que de Spip à WordPress ou de Drupal à WordPress ou de Joomla à WordPress. Franchement pour moi c'est aussi difficile. Pourquoi? Parce que du coup, dans WordPress, on va avoir 1 million de shortcodes, on va avoir 1 million de paramétrages qu'on n'aura pas sur une autre installation WordPress. Et en fait, au final, on se retrouve toujours à faire la même chose, c'est parser du code en PHP, etc. Donc, voilà, essayer de nettoyer en fait le code le plus automatiquement possible. Et voilà. Mais ça, c'est encore une fois, c'est un point de vue très tranché de ma part, mais pour moi, de toute façon, quand on refond quelque chose, on le refait quasi à zéro, et c'est beaucoup plus rapide. Donc pour moi, un maximum de technique dans le thème, dans mon thème, pas dans les thèmes premium, hein, égale moins de bordel de plugins installés, parce que du coup, on va avoir plein de techniques. Par contre, pour les thèmes premium, du coup, c'est un peu l'inverse. Si le thème premium intègre un peu moins de techniques, on va avoir un petit thème et un petit site, enfin une installation légère au niveau du thème, et on va pouvoir ajouter le petit plugin juste pour ce qu'on veut faire. Donc voilà, vraiment il faut à mon avis jouer de ce côté-là, et c'est pas forcément évident. Et ça c'est des questions vraiment à se poser en amont de la création d'un projet de création de site. Réduire les dépendances JS, CSS, plugin premium avec des licences qu'il faut renouveler, et si c'est votre client, qui c'est qui doit payer la licence, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est vous, etc. En gros, réduire les choses de tierces, en fait finalement c'est assurer la pérennité du site quelque part, donc c'est important. Il y a la question des licences, j'ai pas eu le temps de l'aborder, mais ça c'est une vraie question également. Le sur-mesure c'est le top, avec un thème bien organisé, ouais ok, vous avez compris, c'est ce que je défends plus ou moins. Après c'est de là où je viens, donc c'est logique quelque part. Je commence à connaître un petit peu le fonctionnement d'agences fonctionnant avec des thèmes premium et des thèmes natifs, gratuits. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est aussi parfois se faire un petit peu mal quelque part. Donc voilà. De ce côté-là, mon point de vue, c'est que le sur-mesure effectivement est mieux, mais on ne peut pas toujours, en termes de temps, en termes d'argent, en termes de besoins, etc. Est-ce qu'il faut partir sur WordPress.org ou les thèmes premium? Oui, vous pouvez. Après, moi, ce que je vous recommande, c'est de plutôt partir sur des projets qui sont très bien bornés, où on sait où on va, d'où on part, où on va. Des thèmes propres, ça c'est pas forcément facile à savoir, à choisir. Et puis de toute façon partir avec un thème enfant,
Il y a des, enfin, c'est pas très compliqué techniquement de fabriquer un thème enfant, hein. C'est une feuille de style et c'est un fichier function.php. Il n'y a pas grand chose à mettre dedans. Vous avez tous les tutoriels du net qui vous permettent de le faire. Mais derrière, c'est à mon avis très important. Parce que si vous allez, à un moment donné, plus tard, vouloir rajouter un peu de style, etc., de style CSS, un peu de JS, etc., et puis finalement vous allez faire appel à un développeur pour pouvoir faire un ajout d'un module, etc., il pourra le faire dans ce thème enfant, plutôt qu'aller modifier, bidouiller, en fait, finalement, le thème parent. Et si possible, pas d'extension intégrée. Attention à ce piège de tous ces plugins qui mettaient Revolution Slider et Visual Composer à l'intérieur finalement du thème, parce que du coup, en fait, on se retrouve avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on ne maîtrise pas les mises à jour, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit les faire parce qu'on n'a plus d'alerte. Et du coup, on se retrouve aussi avec un bazar de licences quand on veut finir par faire les choses bien au bout d'un moment pour mettre à jour. Il faut aller chercher la licence de votre Impreza, ensuite chercher la licence du Visual Composer, etc. Et c'est compliqué. Voilà, ben je m'arrête là et puis je vous remercie. Vous avez prévu quoi, des questions? On fait des questions-réponses pour ton sujet, peut-être. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Jean-Baptiste? J'ai une question piège. Ouais. Ça m'est arrivé il y a longtemps. C'est une incidence maintenant sur les sites que je fais. Du coup, tu mets c'est ce que je faisais aussi, donc je mets la déclaration des CPT dans le thème. Et un jour, le client te demande un thème mobile. Tu fais quoi? Tu copies-colles. Un thème mobile? Sur le thème mobile. Franchement, pour moi, thème mobile, ça. CPT, hein. C'est les mêmes CPT, les mêmes fonctionnalités, sauf qu'il veut un thème mobile, donc du coup, bah, on redirige vers M. Ok. Franchement, c'est simple, j'ai pas d'avis là-dessus, parce qu'un thème mobile, pour moi, c'est comme si tu sortais de ton vaisseau spatial et que tu me disais c'est quoi un thème mobile, JB? Enfin, qu'est-ce que tu fais pour les thèmes mobiles? J'ai jamais utilisé et je connais pas du tout. En fait, je vois même pas trop pourquoi, dans quelles conditions, contexte, on utilise un thème mobile. Les conditions, ça peut être l'avantage du responsive, c'est que tu vas faire très rapidement un site dédié au mobile. Par contre, en termes de performance, tu vas injecter 15 milliards de CSS ou de JS qui ne sont pas forcément dédiés au mobile. Et certains clients, bien sûr, c'est en fonction du client, ont besoin d'un thème spécifique où il n'y a que le CSS. Dans ces cas-là, tu fais une bascule de thème avec la détection du coup. Mais en fait, moi, ma question elle est sur le CPT, parce que du coup, tu gardes les CPT dans le thème. Ouais, d'accord, mais ça j'ai compris, oui, c'était ta question, j'essaie de comprendre. Bah du coup, c'est compliqué parce que si on copie-colle, du coup on se retrouvera forcément avec un truc pas ISO au bout d'un moment. C'est obligé, enfin, c'est normal quoi. Donc non, dans ce cas-là, je mettrais dans un plugin. Enfin, ouais, je vois pas comment faire autrement. Il faut garder le plus de choses possible au même endroit parce qu'après sinon, enfin je sais pas toi ce que t'en penses. Mais... si depuis en fait ce besoin-là, je me suis retrouvé un peu comme un con. Du coup, je dois copier-coller. Si je copie-colle, ça va. Donc, du coup, depuis, je sors tout dans un plugin, et plus précisément un EMU plugin pour que le client puisse faire. Ouais, carrément. Et là, tu as sorti vraiment le cas où tu as raison. Hein, il n'y a que ça à faire, enfin, du coup. Je voulais avoir ton avis dessus. Oui, c'est cool. C'est tout bon? Ouais. Moi, j'avais l'impression que WordPress gérait plutôt bien les surcharges, elle priorisait bien ce qu'il fallait prendre en considération et ce qu'il fallait squeezer. Ouais. Et typiquement, au niveau du thème enfant, moi, je mets très rarement des points importants. Ouais. Bah, ça dépend de ton thème parent, du coup. Ouais, ouais. J'avais un peu la même méthode que toi, c'est-à-dire que à tes débuts, c'est-à-dire que moi j'ai un thème que j'ai vachement customisé qui me sert de starter aujourd'hui. Ouais. Mais qui est quand même bien maintenu par les acteurs. Ouais. Et moi derrière, je touche que Child. Et Child, franchement, c'est très rare que je mets un point important. Bah écoute, c'est cool. Franchement, c'est vraiment bien. Après, il faut voir dans quel contexte ça se situe. Si tu es obligé du coup d'aller faire un ciblage avec des sélecteurs CSS hyper spécifiques, du coup, c'est comme si tu faisais du important quelque part. Non, enfin, c'est pas l'arme de destruction massive, mais c'est... J'essaie de reprendre vraiment la même classe et la même... Ouais, d'accord. Le même sélecteur que l'auteur, donc du coup, je surcharge vraiment. Okay. Donc, ma question, c'est juste pour voir... moi, je pensais vraiment que WordPress gérait bien le surcharge et priorisait bien les choses. Ma question, c'est ça, est-ce que ça passe au avis là, toi?
Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait je me dis... non, en fait, ouais, je vais t'expliquer exactement mon point de vue par rapport à ça. C'est qu'en fait, pour moi, WordPress, il gère pas ça plus bien que n'importe quel autre CMS, ou etc. En fait, ce que fait WordPress, c'est faire ce qu'on lui demande, à savoir charger les choses. Derrière, tout dépend en fait finalement de la personne qui a conçu le thème, du coup. À mon avis. Du coup, tu tombes peut-être effectivement sur des personnes qui ont conçu le thème, qui l'ont bien fait. Si c'est ton starter thème, pardon, félicitations, ça veut dire que tu l'as bien fait. Mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être plus parce que tu es tombé sur des auteurs qui ont pris ça en compte vraiment bien. Et du coup, tu peux nous dire avec quoi tu travailles, parce que ça va intéresser plein de monde. Mais tu vois, tout dépend. Moi, je suis de nature à pas trop faire confiance. Et clairement, avec les petits thèmes, enfin voilà, depuis quelques mois, on va dire que ça se... Enfin voilà, je vois effectivement qu'il y a beaucoup de difficultés, puis je vois aussi mes collègues qui doivent surcharger des choses qui ont été faites il y a des années et qui galèrent un peu et on se retrouve à faire des choses pas très propres, alors que c'est des personnes qui sont plutôt dans les bonnes pratiques. Oui, la conclusion, du coup, quand je récupère des sites avec des thèmes foireux, c'est vrai que ma conclusion, c'est vraiment de dire que le thème par an, il est foireux. Ouais. Et dans ces cas-là, tu fais quoi? Du coup, tu es bien obligé de bosser avec, donc tu serres les dents et puis tu fais ton truc, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Donc oui, un bon thème par an à la base. Moi, et tu utilises quoi, du coup Flatsum. Flatsum? Ok. J'ai jamais installé. C'est noté. Ça marche. Je regarderai ça parce que ça peut être intéressant, effectivement. Tu peux laisser un petit lien sur la page du meetup pour les gens. Ouais, bonne idée. Pour les gens qui n'auront pas de visibilité. Carrément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas ceux qui sont derrière le poteau. Non, c'est bon. Tout le monde a des niveaux différents. On est là pour répondre, donc il n'y a pas de souci. Non, ça a l'air tout bon. Hein. Ouais. N'hésitez pas, et puis on peut en discuter après. Hein.